Temps. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bon matin. Je me nomme Sébastien Harvey. Voici le co-directeur du Centre Bang. Nous sommes tous les deux co-directeurs. C'est assez récent qu'on a décidé de se présenter comme ça, comme des co-directeurs. On a choisi la gestion transversale et on a décidé de la commencer par en haut. Et tranquillement, pas vite, on est en train de répandre la gestion transversale dans notre structure. C'est quelque chose qui n'est pas banal, partager le pouvoir. Partager l'argent, les gens, généralement, sont assez confortables avec ça, mais partager le pouvoir décisionnel dans une structure, ça ne court pas les rues. Sur ce, j'aimerais vous partager notre grande joie d'être avec vous ce matin, au colloque du scientifique en chef. Et, M. Quirion, j'aimerais vous faire une confidence. On croit que le scientifique en chef, c'est le titre le plus cool de toute la fonction publique. L'appareil d'État n'a pas son pareil, nulle part. Avoir eu ce choix-là quand j'avais 3 ans, j'aurais sûrement pas répondu pompier à la fameuse question. Donc, aujourd'hui, on est bien content, comme mon collègue Sébastien disait, mon éminent collègue, d'avoir quitté le centre de l'univers connu, qui est le Saguenay, comme tout le monde le sait, pour venir ici en périphérie vous présenter quelques projets. Le titre de la conférence, en fait, qu'est-ce qu'on avait envoyé? Oh, perspective périphérique. Un centre d'artistes au cœur des innovations perspectives périphériques. Ce qu'on vous propose, c'est plutôt de regarder ça sous l'angle d'une problématique. Comment combler l'écart entre l'état de nos connaissances et nos modèles d'action? C'est sur ça, cette dernière, qu'on a beaucoup travaillé. Avertissement. En art, tous les coups sont permis. Nous allons nous permettre d'importer des concepts à tour de bras et je ne veux pas avoir une seule question sur la rigueur des données que nous avançons. Ce gentleman, c'est l'artiste Robert Filiou, un proche du mouvement Fluxus, qui nous a dit la phrase merveilleuse « L'art est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art ». On vous propose une présentation assez simple, qui sommes-nous, évidemment, perspective périphérique sur l'innovation, la manière qu'on le voit du moins, et on vous apporte 2 projets majeurs sur lesquels on travaille, puisqu'on travaille sur un paquet de projets, mais ces 2-là semblent être des éléments distinctifs qu'on aimerait vous partager. Donc, dans cette logique, juste quelques mots sur le Centre Bang. Vous dire que c'est un centre en art actuel qui est situé à Saguenay, comme vous l'avez compris. C'est 3 programmes, donc soutien aux artistes, à la production, à la recherche-création, c'est la diffusion. C'est aussi un programme de médiation culturelle, faire le passage entre les artistes et le public. C'est fort important pour nous. Dans cette logique-là, le centre est au cœur de son quartier, un peu comme Ubisoft le fait. On a eu la chance d'avoir le studio de Saguenay qui s'est implanté récemment. Puis dans ce titre-là, depuis plus de 60 ans, depuis 1958, le centre Bang, du moins toutes les formes d'évolution dans le temps, a pris place dans le quartier, dans lequel on opère un bâtiment de 4 étages, 20 000 pieds carrés de laboratoire de recherche, de diffusion d'expérimentation. Puis on a travaillé à sans cesse être en évolution et à s'actualiser. Donc dans cette logique-là, Bang cherche à valoriser une posture intellectuelle propice à l'incubation des idées et à l'accélération des potentiels. Donc c'est sur cette logique que le centre est construit. J'aimerais vraiment que vous reteniez l'idée qu'on est le plus vieux centre d'artistes au Canada parce que tous les centres d'artistes de Montréal revendiquent ce statut. Moi, j'ai des lettres patentes, 1958. Maintenant qu'on a été chauvin, saviez-vous que le mont Everest grandit en moyenne de 4 mm par année? Moi, je trouve cette idée-là extraordinaire. Si le mont Everest peut grandir de 4 mm par année, imaginez tout ce qu'on peut faire. C'est avant tout une métaphore, et pour moi, cette métaphore, elle illustre le contraste entre la complexité du monde et le rythme à laquelle nous pouvons transformer nos modèles d'action. On parle toujours de penser en dehors de la boîte. Ce qui m'énerve vraiment avec la boîte, c'est qu'elle est dans une autre boîte, qui est dans une autre boîte, qui est encore dans une autre boîte. Il y a quelque chose de profondément anxiogène là-dedans. Et en art, on appelle ça une mise en abîme. Le pouvoir politique, c'est de définir le cadre dans lequel nous réfléchissons. Et c'est pourquoi nous avons décidé de transformer la boîte.
Et si nos idées étaient plutôt des fibres entrelacées plutôt qu'un truc dans une boîte, et que ces idées-là s'entrecroisaient pour former le tissu de nos pensées? Ce tissu formerait donc une toile qui soutiendrait nos perspectives sociales et politiques. Mais si je découvre un nouveau matériau, par exemple le numérique, et que cela me permet d'avoir un matériau plus solide, plus souple, et que ça me permet de réinventer l'idée de ce qu'est qu'une maille, est-ce que je pourrais faire de ma pensée un nouveau territoire, un nouveau sommet exploré, et c'est ainsi, une maille à la fois, que le mont Everest pourrait grandir de 4 mm par année? Dans le fond, ce qu'on se rend compte, moi et Sébastien, on va essayer de s'en aller vers le concret, comme disait Isabelle tout à l'heure. Toi aussi, tu te fais poser cette question-là. Quand est-ce que ça va être concret? Nous, un de nos grands amis nous disait toujours, la théorie, c'est bien pratique. Donc, ce qu'on pense qu'on fait, en fait, il n'y a rien de scientifique là-dedans, c'est vraiment pas une approche scientifique. On pense qu'on fait de la prospective, puis qu'on est en quelque sorte des prospectivistes. La prospective s'appuie sur des intuitions liées aux signaux faibles, à des analyses rétrospectives, à la mémoire du passé, ce qui a été fait avant nous, mais aussi les possibilités de nos futurs proches. Fait que cette logique de signaux faibles contribue à imaginer des scénarios dynamiques. Par contre, gare aux faux signaux. Et là, ce qu'on est arrivé à réfléchir puis à voir avec essai et erreur dans tous les projets qu'on fait, c'est l'importance de mettre sur pied une communauté apprenante basée sur des notions d'intersectorialité, d'interdisciplinarité, pour ne pas être seul devant l'analyse de ces signaux. Est-ce que c'est des signaux faibles qui sont porteurs ou c'est des faux signaux? Anecdote. Le culte du cargo. Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi? Monsieur Vidal, vous êtes en avant. Brûlez pas le punch. Mélanésie, en Océanie, Deuxième Guerre mondiale. Les indigènes locaux. J'ai découvert cette anecdote-là en regardant le dernier documentaire de Werner Herzog sur les, vous l'avez vu, hein, sur les volcans. Moi, je vous le conseille, franchement, c'est top. Donc, les indigènes locaux ignorent l'existence et les modalités de production industrielle occidentale. Ils attribuent l'abondance des biens apportés par avion cargo à une faveur divine. Ils avaient constaté que les radio-opérateurs militaires semblaient obtenir l'arrivée des navires ou le parachutage de vivres et de médicaments simplement en les demandant dans leur poste radio. Voici de quelle manière ils se sont appropriés cette logique. C'est un exemple de faux signal. On reproduit le mauvais mécanisme, ou du moins on reproduit un mécanisme qu'on comprend mal, et on tente d'obtenir des résultats. Cela provient probablement de l'écart qu'il y a entre l'état de nos connaissances et nos modèles d'action. Ça, c'était pour les faux signaux. Maintenant, pour les signaux faibles. Pour renforcer un signal faible, j'aimerais citer l'exemple de la stigmergie. En biologie, c'est un mécanisme de coordination indirecte entre les agents. Dans le cas de l'exemple des fourmis, elles communiquent en déposant des phéromones derrière elles pour que les autres fourmis puissent suivre la piste de la nourriture jusqu'au nid. Cela permet de trouver le chemin le plus court parmi le chemin le plus court entre la bouffe et la maison, finalement. Un chemin plus court que les autres implique logiquement que les fourmis ont plus le temps de déposer des phéromones plus fréquemment dans le chemin le plus court, et c'est un mécanisme qui se renforce progressivement. Ce sont des comportements qui sont à la base unitaires, et sans intention finale, mais qui bâtissent une stratégie systémique effective. On pourrait comparer cela à des bonnes pratiques qui n'ont pas de stratégie spécifique, mais qui contribuent à construire des écosystèmes favorables. Dans cette logique d'écosystème favorable, on s'entendra tous ici, du moins je l'espère, pour dire que l'innovation linéaire telle qu'on la connaissait révolue et elle appartient au 20e siècle. Puis si vous n'avez pas compris ces paramètres-là, je vous invite à aller voir Isabelle qui va nous faire un magnifique schéma pour expliquer le principe de l'innovation linéaire. Donc, l'innovation, on ne peut pas la sortir d'un chapeau, ce n'est pas magique. Il faut rassembler les facteurs qui vont permettre son émergence. Et donc, pour nous, cette logique de rassembler les facteurs, c'est inscrit plus dans une logique de système innovant. Mettre en place tous les éléments qui vont permettre son émergence
et qui vont permettre de créer des écosystèmes riches, diversifiés et intersectoriels. C'est donc dans cette perspective de système innovant qu'on a commencé à réfléchir le concept du premier projet qu'on veut vous partager, qui est le Hub Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bang! Vous remarquerez que l'image à votre droite représente l'hydrographie régionale, tandis que celle-ci ne la représente pas. C'est un problème d'affichage. On préfère celle-là. Oui. Hub, Saguenay-Lac-Saint-Jean, tout le monde s'entend pour dire que les hubs, les pôles d'innovation, ce sont des buzzwords. Eh bien, moi, je suis extrêmement confortable avec cela. Si on a des clichés ou des buzzwords, ce sont pour des bonnes raisons. Ça s'applique sur un truc qui est récurrent. Alors, ne me dites pas que c'est un buzzword. C'est clair entre nous? Ça va? C'est bon? Qu'est-ce que le Hub Saguenay-Lac-Saint-Jean? Il s'agit d'un réseau régional de mutualisation de ressources, qui peuvent être des expertises ou encore des équipements, des lieux, etc., qui a pour but de stimuler la collaboration intersectorielle dans le but de faire émerger des projets innovants, qui peuvent être des entreprises, des projets, des services, etc. Cette démarche, dernièrement, a obtenu de la part du MEI le statut de pôle régional d'innovation via le programme d'aide gouvernementale à l'entrepreneuriat. Justement, quand on a déposé le projet, c'était le MESI. Où est rendu le S? Est-il dans la salle? Question qu'on se pose, peut-être quelqu'un peut y répondre. Bref, vous pourrez venir nous voir au café après. Dans cette logique-là, un petit point d'historique, parce que l'idée des pôles d'innovation régionaux qui étaient amenés par le programme est arrivée d'un coup sur l'ensemble du Québec. Par contre, le Saguenay-Lac-Saint-Jean s'était doté d'une démarche préalable et avait déjà un peu commencé le travail dans un contexte de sommet économique en 2015. Le gouvernement en place à l'époque avait mobilisé les gens, les acteurs, dans un contexte de sommet économique et non social-économique. Mais nous trouvions, du point de vue de la culture, du point de vue du centre d'art actuel que nous sommes, qu'il est important de porter un regard, une vision, puis d'amener quelque chose au développement social, économique et politique de notre région, comme on a toujours fait. Dans cette logique-là, on a déposé un mémoire qui s'appelait « La collaboration comme vecteur d'innovation ». Bon, on est toujours un peu protéiforme, les gens ne savent pas où nous mettre, donc ils nous ont mis sur la table du numérique. Une dizaine de tables, parfait, le numérique est transversal, ça nous permet de travailler dans l'ensemble des tables qui ont été mises en place. C'était plus ouvert que la table sur les mines ou encore la fourrure. Mais la table sur la fourrure avait l'air très innovante, oui. On aurait bien aimé y participer. C'est d'ailleurs eux qui avaient l'air le plus stimulant à l'entour des autres tables. Donc, dans cette logique de table du numérique, on s'est rassemblés. Nous, on avait déjà schématisé les principes de base d'un hub créatif. Comment allons-nous le faire évoluer dans ce contexte-là? Et alentour de cette table de travail, il y avait des entreprises, des créateurs, des organismes, des ministères aussi. Donc, on avait déjà les éléments d'un écosystème riche à partager où on pouvait parler directement avec les directions des ministères, avec les entreprises de différents secteurs qui étaient présents et qui touchaient entre autres le numérique de manière transversale. Donc, la particularité du milieu culturel dans cette logique-là, c'est d'être capable d'amener une vision. Puisque nous, on n'a pas nécessairement la force du milieu pour amener des financements, proprement dit, à partir de notre organisation. On peut en trouver, évidemment, comme d'autres organisations. Mais on n'amènera pas non plus de haute technologie. Par contre, cette idée de vision, elle est porteuse. Et on a fait plusieurs études, plusieurs modèles ont été étudiés sur la planète. On a une particularité qui est vraiment forte. On pourra y revenir tantôt par rapport à notre région. On ne pouvait pas élaborer quelque chose en copier-coller de ce qui existait déjà. Et cette logique-là devait être ramener les meilleures pratiques un bout à l'autre. Et c'est là que la culture a un rôle à jouer et que nous, on appelle ça l'intelligence artistique. Intelligence artistique, dans l'idée où nous partons de l'intelligence économique, dans laquelle on retrouve la notion d'intelligence culturelle. Alors, dans les missions économiques, l'intelligence culturelle a un rôle, celui de permettre de comprendre notre vis-à-vis et de commettre des impairs. Je ne citerai pas l'ancien premier ministre, M. Jean Chrétien. Donc, l'art est une composante importante de cette intelligence culturelle. Parce que l'artiste a la capacité d'aller du particulier vers l'universel. Et quand on parle d'intersectorialité,
il faudrait probablement inclure l'intelligence artistique qui apporte une valeur ajoutée. Parce que l'intelligence artistique permet de tisser des liens avec les autres, puisqu'elle part du particulier vers l'universel. Et ça nous ramène à l'idée de la fibre au lieu des boîtes. Et en ce moment, on pense que l'innovation est prisonnière de certains cadres rigides. Et peut-on, nous, du milieu de l'art, poser la question, nous basons-nous sur de faux signaux, constamment, encore et encore? Et dans le milieu de l'art, on a été stupéfait d'apprendre que l'étalon de l'innovation, au Québec, c'est le brevet. Saviez-vous que le premier brevet est apparu en 1421 à Florence? L'équivalent en art, c'est la notion de droit d'auteur. Il est issu de la même logique et il est apparu en 1791. C'est donc sur ces modèles que l'on pense encore l'innovation au 21e siècle. Si j'avais à redéfinir les paramètres ministériels, j'utiliserais plutôt un modèle épidémiologique pour évaluer l'innovation. François-Joseph Lapointe. François-Joseph Lapointe. Donc, un modèle épidémiologique pour évaluer l'innovation, pour voir comment ça se répand, pour voir comment ça se contamine. Comment on a contaminé notre territoire? Cette logique que vous voyez là est une immense, en nombre de kilomètres. D'un bout à l'autre, ça prend plus de 2 heures le traverser. Donc, vous êtes capable de vous imaginer que tout le monde est en manque de sécurité. Tout le monde a besoin de se faire prendre par la main et dire non, personne ne va aller dans ton champ d'action, personne ne va prendre les gens qui viennent consommer chez toi. On va travailler avec une particularité qui est l'identité. Et cette identité-là est vraiment différente d'un bout à l'autre. Je vais vous donner un exemple très régional. J'habite à Alma. C'est en plein où le pôle qui est ici. Dans le haut du lac, il y a Dolbeau. Pour les gens de Dolbeau, j'habite pas au lac. Puis ici, il y a Saguenay. Puis pour les gens de Saguenay, j'habite pas au Saguenay. Fait que je sais pas trop où me positionner, mais en tout cas, bref, je participe à un territoire qui est beaucoup plus grand que moi. Et dans cette logique-là, on a le grand territoire qui est peu densément peuplé aussi, mais où il existe déjà un très grand nombre de choses qui ont déjà été mises en place, qui ont déjà été financées, dans lesquelles il y a déjà des expertises. Dans cette logique-là, l'idée, c'est de rassembler un immense réseau de réseaux. Le hub Saguenay-Lac-Saint-Jean est un immense réseau de réseaux qui permet de stimuler les écosystèmes, d'aller chercher à la base pour freiner ou briser les silos, si vous voulez, et faire la connexion entre les expertises, entre les ressources, entre les lieux, pour être capable de créer, à partir des MRC, puisque vous voyez la notion de pôle est répartie sur les MRC, une logique de co-design qui part de la base et qui s'en va par en haut. Et en les reliant les uns avec les autres, en étant capable de se connecter les uns avec les autres, l'ensemble crée le hub Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui lui n'est pas physique, mais sa représentation physique est déjà présente sur l'ensemble du territoire dans des entreprises, des organisations, des universités, des collèges qui existent déjà. Il ne faut vraiment, mais vraiment pas sous-estimer la difficulté de pouvoir faire émerger un modèle de collaboration dans un contexte géographique, territorial et politique de la sorte. Sur Alma, il y a une ligne imaginaire qui passe, Patrick l'a bien nommé, et à l'heure actuelle, nous, on travaille à essayer de, finalement, permettre que chacun des territoires puisse sentir que dans la logique d'ensemble, elle peut s'autodéterminer et que le hub Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est un outil pour par la suite pouvoir communiquer et collaborer avec les autres territoires. Donc, dans le fond, on propose un système régional qui se concrétise localement puis qui demande sans cesse de faire des allers-retours entre le local et le général. Moi, j'en ai marre des guerres de clochers, alors j'ai proposé qu'on mette des routeurs Wi-Fi dans les clochers. Et puis comme ça, ça fait un réseau, en quelque sorte. Le fonctionnement du hub Saguenay-Lac-Saint-Jean, bon, c'est là que ça se corse. Et c'est là que les gens disent, oui, mais tu sais, c'est un grand défi. Vous voulez parler de concrétude? Parlons de concrétude. Ici, nous avons une illustration de comment utiliser ce mécanisme-là. Donc, je répète, c'est un réseau de mutualisation de ressources qui favorise la collaboration intersectorielle dans le but de faire émerger des projets innovants. Encore faut-il qu'on ait un mode de fonctionnement. Donc,
En informatique, on voit ça représente un petit peu un réseau neuronal. Moi, j'adore utiliser des schémas en informatique. Je les vole, je me les approprie parce que ça nous permet de montrer des processus, ça nous permet de parler d'interconnexion entre des éléments. Et on se rappelle que j'ai le droit d'importer n'importe quel concept. Finalement, donc ici, dans le fond, le Hub Saguenay-Lac-Saint-Jean, notre objectif, c'est qu'on prend un besoin et puis on a en quelque sorte une agence de rencontre intersectorielle, qui est le Hub Saguenay-Lac-Saint-Jean. Un dispatcher, en quelque sorte, qui prend le besoin et qui va évaluer des paniers de ressources, des paniers d'expertise, des paniers de ressources, des paniers de partenaires, des paniers de lieux et des paniers de financement. Et au fur et à mesure des besoins, on va faire cheminer la spécificité du projet dans l'ensemble de ces possibles-là. On n'a pas à embrasser l'ensemble des ressources, on a à naviguer entre elles d'un type de ressource à un autre. J'aime beaucoup l'idée de la notion d'agence de rencontre parce que le MESI, alentour d'une table de travail, nous avait dit, mais là, si vous ne pourrez pas accueillir tout le monde, vous ne pourrez pas accueillir, mettons, une agence de rencontre. Nous sommes une agence de rencontre. Voilà. Dans le fond, on voit ici que le Hub, c'est d'abord un mode de fonctionnement. Et par la suite, ce fonctionnement-là s'incarne sur les ressources qui sont distribuées sur le territoire. Veux-tu nous donner un exemple concret, Patrick? Bien, si vous avez bien suivi, je préfère vraiment lui avec l'hydrographie, cette logique-là peut s'incarner de manière différente par projet et permet de rassembler le fameux système innovant qu'on parlait tout à l'heure. Donc, un projet qui démarre ou un besoin qui démarre du Bas-Saguenay, qui travaille la logique de briser les silos alentour du matériau bois et qui aurait besoin d'une expertise du côté de l'université, d'un chercheur pour pouvoir pousser plus loin, mais il pourrait avoir besoin d'un CCTT, une innovation pour réfléchir à cette idée de la collaboration, de créer, d'asseoir les bons acteurs de différents secteurs, pour avoir besoin d'un drone, pour avoir besoin d'une machine agricole à commande numérique, ou peut-être même d'un éléphant ou d'un tigre de l'amour du zoo de Saint-Félicien. Dans ce contexte-là, il pourrait absolument avoir accès à l'ensemble des données et la construction qu'on en a fait, et actuellement le processus est en route et bien avancé et s'active, c'est l'idée d'avoir des fast-tracks qui permet chaque entrepreneur qui collabore et qui donne son appui au Hub. On est rendu plus de 70 entreprises, organismes, travailleurs autonomes qui sont membres du réseau, qui gravitent alentour de plus en plus. Et cette logique-là permet qu'un projet qui tombe dans cette espèce de nuage-là permet d'avoir accès à l'ensemble de l'écosystème en ayant des facilitants qui vont pouvoir l'aider à concrétiser son projet innovant qu'il veut mettre en place. Donc, ce qui est encore plus merveilleux dans le contexte, c'est que tout ça semble assez important et assez gros. Et contrairement à cette idée que je parlais tout à l'heure de l'arrivée des pôles d'innovation régionaux qui ont abouti il y a moins de 8 mois peut-être, nous, on avait déjà un travail qui datait de 2015 avec un groupe de travail qui analysait des modèles sur la planète. Donc, on a fait beaucoup de chemin depuis ce temps-là pour créer notre système. Et on a pu aller chercher un financement pour le démarrage de plusieurs millions pour les 4 premières années de mise en place. Donc, c'est un peu l'état de la situation. Puis, dans les étapes du comité de mise en œuvre, le Centre Bagne est membre en tant que représentant, si on veut, de la créativité. Par secteur, il y a plusieurs représentants pour créer ça. Sur le comité de mise en œuvre, on a lancé des études avec nos partenaires de l'Université du Québec à Chicoutimi. On a lancé des inventaires pour voir qu'est-ce qu'il y avait déjà sur le territoire, comme j'expliquais tout à l'heure, au niveau de briser les silos, d'avoir accès, qu'est-ce qui existe déjà. Si on coordonne ce qui existe déjà sur notre territoire, on a énormément de choses et de possibilités pour pouvoir faire des projets innovants. Tout ça va nous aboutir à des cartographies aussi bientôt. Et l'exercice de co-design à partir de la base dans chacun des écosystèmes du Saguenay-Lac-Saint-Jean nous permet d'avancer et d'optimiser sans cesse à partir du terrain, si vous voulez, vers cette logique régionale. Et là, la question que tout le monde nous pose, c'est de se dire, d'accord, mais qu'en est-il de la gouvernance de tout cela? Ça va être un sacré party. Parce qu'on parle d'innovation, on parle de collaboration, et quand l'argent arrive, on se dit, créez-moi le véhicule administratif et qui est le chef? Ce qui nous amène à la thématique de la gouvernance. C'est un deuxième sujet sur lequel on aimerait vous partager. Parfait. On descend ça en downhill. Donc, du côté de la gouvernance,
À l'heure actuelle, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, parce que vous avez compris, oui, on est du milieu culturel, mais on travaille sans cesse sur des sujets comme ça. Donc, on roule le Centre Bang la nuit, et le jour, on fait du développement social, économique et territorial. Dans le milieu culturel, on a formé un groupe de 7 organisations qu'on appelle affectueusement le groupe des 7. C'est en référence à un groupe de peintres canadiens qui avait... Amicalement appelé le G7 entre nous. Ouais. Les gens avaient peur qu'il y ait une confusion. On a dit, ben là, la Russie ne va quand même pas nous appeler. Et ce groupe-là est en train de développer une expérimentation concernant la gouvernance à l'ère du numérique. Parce que si on veut décentraliser l'accès aux ressources sur le territoire, il faut réfléchir la gouvernance et compresser l'espace-temps, comme on dit. Si cette expérience est concluante, on croit que notre outil de gouvernance numérique pourrait constituer un élément qui serait distinctif pour le hub Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est donc une expérience pilote qui se passe dans le milieu culturel, mais on a l'ambition de pouvoir le proposer comme projet pilote dans le cadre du hub Saguenay-Lac-Saint-Jean également. Alors, une organisation autonome distribuée, dans le fond, c'est un outil numérique de gestion de ressources qui permet une gouvernance où, et là prenez des notes, c'est la qualité et la quantité de la contribution des parties prenantes qui définit leur poids décisionnel dans la gouvernance, ainsi que leur rétribution concernant leur rapport. Qui aimerait que leur rôle dans le mécanisme décisionnel puisse être tributaire de la qualité et de la quantité de leur contribution? Il s'agit à la fois d'un mécanisme d'incitatif à la participation et de prise de décision pour le développement collectif. C'est un projet qui, à l'heure actuelle, est soutenu par le Conseil des arts du Canada via son fonds stratégie numérique, volet transformation des modèles organisationnels. La première ligne de notre demande de financement est comme suit. Le numérique ne transformera pas les modèles organisationnels. C'est des personnes qui portent les organisations qui le feront, si et seulement si elles peuvent maîtriser le potentiel des outils numériques. Donc, un organisme autonome décentralisé utilise en partie la fameuse blockchain, la chaîne de blocs. Et pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette idée, donc la blockchain, c'est un protocole informatique sous-jacent à une base de données distribuée. Sans les mettre en opposition, on peut distinguer l'idée de centralisation, de décentralisation et de distribution. Nous croyons qu'en utilisant une OAD en complément du hub Saguenay-Lac-Saint-Jean, il est possible de centraliser les expertises, décentraliser l'accès aux ressources, distribuer les relations entre les parties. Donc, on parlait d'un groupe un peu test qui, encore une fois, essaie d'apporter un exercice de vision qui va pouvoir permettre éventuellement au hub Saguenay-Lac-Saint-Jean 500 partenaires intersectoriels, imaginez-vous 500 partenaires intersectoriels qui essaient de collaborer et travailler ensemble. Le milieu culturel est en train de travailler cette expérimentation-là et le projet que Sébastien parlait est soutenu via 3 phases. Nous sommes à l'étape numéro 1. Donc, nous sommes en train d'évaluer les potentiels de mutualisation entre les 7 organisations, les mêmes éléments qu'on parlait par rapport au hub, c'est-à-dire expertise, ressources, équipements, lieux, etc. Deuxième étape, analyse des données qu'on a soulevées. L'apprentissage de la blockchain, il faut que l'ensemble des groupes soient capables de voir les potentiels que ce protocole informatique-là nous donne, évaluer les solutions existantes, puisqu'il y a plein de gens qui travaillent déjà là-dessus sur la planète, et voir les manques à gagner dans une logique de pouvoir les adapter. Donc, la troisième phase étant la création d'une communauté apprenante afin de répondre à la mise sur pied d'un protocole d'OAD adapté à nos besoins à nous, à partir des solutions existantes déjà développées. Alors, on est très fiers qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a une expérience qui est susceptible de pouvoir nourrir l'ensemble du milieu artistique canadien au niveau de son fonctionnement. En conclusion, pour répondre à notre question, comment combler l'écart entre l'état de nos connaissances et nos modèles d'action, eh bien, nous croyons que les paramètres de résolution sont un réel modèle contributif qui valorise les expertises de chacun, un mécanisme décisionnel transparent qui reconnaît la contribution des participants et finalement un partage des résultats et des retombées. C'était notre présentation. Merci. Merci beaucoup.